Parlons vrai et parlons du trafic de stupéfiants, ces enlèvements, ces séquestrations, ces règlements de compte, ces trafics d'armes. Augmentation, il faut le savoir, augmentation de la production dans les pays producteurs. Il faut savoir aussi que les villes moyennes françaises sont de plus en plus concernées par les trafics. Le narco-banditisme se développe. La légalisation du cannabis est-elle l'une des solutions, je dis bien l'une des solutions, pour freiner sérieusement le trafic? On en parle ce matin, 0826 300 300. Nous avons avec nous Amine Kessassi, qui est président de l'association Conscience. Bonjour. Bonjour. Vous venez de Marseille, merci d'être avec nous. Avec nous également Mathieu Vallée, qui est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous aurons tout à l'heure Jean-Baptiste Moreau, qui a été député La République En Marche, rapporteur de la mission parlementaire sur l'usage du cannabis, et notre consoeur Claire Andrieux, journaliste, auteur de La guerre de l'ombre, le livre noir du trafic de drogue en France, qui sera avec nous à 12:15. Je vous lis simplement cette dépêche d'agence, l'agence France Presse, reçue à 8h52 ce matin. En un week-end, 3 hommes de moins de 30 ans ont été abattus en pleine rue à Marseille. 3 victimes de plus dans une guerre de la drogue qui colle à la peau de la 2e ville de France, malgré des succès policiers. Dimanche soir, dans le quartier de la Belle de Mai, 2 hommes ont succombé sous les balles. La veille, à moins d'1 kilomètre de là, un homme de 21 ans, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, était mortellement touché par des hommes à scooter armés d'une Kalachnikov. À la terrasse du bar de l'avenue Camille Pelletan, où la victime s'était réfugiée en vain, 2 clients ont été blessés. Des victimes collatérales, rares, mais pas exceptionnelles, avec 52 fusillades recensées par la préfecture de police en 2022. Il y a des endroits mal fréquentés, des points de vente de drogue près de l'école, il y a une emprise sur le quartier, déplore un retraité. Certes, l'avenue Camille Pelletan dans le centre de Marseille n'offre pas le même visage que les quartiers nord cerclés de bars de HLM. Ici, au pied des immeubles de 4 étages, se succèdent cafés, primeurs, pharmacies. Mais ce secteur du 3e arrondissement est en très forte tension, confirme la préfète de police. Il y a un point de deal qui fait l'objet d'une tentative de prise en main par des trafiquants de très haut vol de la cité voisine. Vous connaissez cela par cœur, Camille? Oui, malheureusement, c'est des situations qu'on connaît trop bien à Marseille et des situations qu'on voit tous les jours. Oui, Amine Kessassi, oui, vous connaissez ce quartier? Oui, je connais très très bien ce quartier. Vous n'êtes pas surpris? Non, c'est pas une surprise parce qu'au final, quand pendant des années on a abandonné ces quartiers, quand pendant des années on a retiré la police de proximité, le social de ces cités, enfin je veux dire, c'est la conséquence directe de ces décisions. Vous êtes président de l'association Conscience, vous demandez la légalisation du cannabis. Je vais revenir sur le débat qui nous occupe, mais regardons les faits. Je rappelle que vous avez créé, à quelle occasion avez-vous créé cette association? Dites-nous. J'ai créé cette association en 2020, 7 mois avant le décès de mon frère. J'ai d'abord créé cette asso parce que je suis convaincu que nous, les jeunes des quartiers, on a notre mot à dire, que nous, on est les principales concernés par toutes ces questions. Et qu'on doit vous entendre. Et qu'on doit surtout nous entendre et nous écouter. Et puis le 29 décembre 2020, donc 7 mois après, j'ai perdu mon grand frère dans les mêmes circonstances. Depuis son décès, c'est 69 personnes qui Comment a-t-il été tué? Il a été retrouvé avec un ami à lui calciné dans le coffre d'une voiture. Dans le coffre d'une voiture. Donc là, vous avez décidé de réagir? Oui, et depuis ce jour-là, j'ai compris que de par cet événement, j'avais cette légitimité. De par cet événement, je me devais justement pour les autres de réagir et de porter cette question haut et fort, et d'où de porter la question de la légalisation du cannabis dans l'ordre du jour. Alors, je donne des chiffres sur le cannabis en France. Dites-nous, Félix Mathieu, quels sont les chiffres de consommation? Presque la moitié des adultes en France ont déjà consommé du cannabis au cours de leur vie. 18 millions d'expérimentateurs, plus de la moitié des hommes, moins côté femmes, environ 4 femmes sur 10. La France, c'est même le plus gros marché d'Europe. Environ 1 adulte sur 10 déclare avoir consommé du cannabis au moins une fois dans l'année, selon Santé publique France. Un chiffre qui s'est stabilisé ces dernières années après des décennies
d'augmentation. Beaucoup de jeunes, mais de plus en plus aussi de trentenaires, voire de quadragénaires. Autrement dit, une première génération de consommateurs qui gardent l'habitude en vieillissant. Mais surtout, l'Hexagone compterait environ 1 300 000 usagers réguliers quasi quotidiens. Voilà pour le cannabis. Concernant les autres drogues, la cocaïne aussi, c'est beaucoup développé depuis les années 90. Quasiment 6% des adultes français l'avaient déjà expérimenté ces dernières années, contre seulement 1% dans les années 90. Autre drogue en hausse dans l'Hexagone, la MDMA, l'ecstasy et les champignons hallucinogènes. Près de 40 tonnes de cannabis saisies sur le territoire en 2021 contre 4,5 tonnes en 2010. 72 tonnes de cannabis saisies sur le territoire en 2021 contre 52 tonnes en 2010. Explication. Plus de cannabis qui entre, mais aussi une police qui est plus active. On va en parler avec Mathieu Vallée. Je lis aussi ce que disent les maires des villes moyennes qui sont très touchés par le trafic de stupéfiants. Le cannabis vendu devient de plus en plus dangereux. La consommation, les trafics et la délinquance continuent d'augmenter, déclare le maire de Châteauroux dans l'Indre. Je ne connais pas un seul maire qui n'est pas confronté à ça, même à la campagne. Il faut reconnaître notre échec. Le maire de Charleville-Mézières ajoute: pourquoi poursuivre un truc qui ne marche en rien? Et il parle de la répression. Il s'agace. Comme le maire de Grenoble, Éric Piolle, la stratégie sécuritaire est un échec, mais tout le monde continue les coups de menton et agite ses petits bras. L'impression de vider la mer à la petite cuillère, répète. Nous avons l'impression de vider la mer à la petite cuillère, répète aussi beaucoup de policiers. Beaucoup de policiers le disent. Est-ce que vous le dites, Mathieu Vallée? Est-ce que cette répression, finalement, est-elle efficace, cette répression? Bon, d'abord, si on ne faisait pas de répression, ça serait pire que ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Sur Marseille, c'est 300 policiers en plus depuis 2 ans. C'est inédit. Il y a plein de villes... Ah si, ils sont arrivés beaucoup plus rapidement que prévu, puisque... Attendez, je vous ai écouté, écoutez-moi. Il y a 300 policiers qui sont arrivés... C'est moi qui décide, donc allez-y, Mathieu Vallée, ensuite... Ouais, je décide encore, si je peux quand même m'exprimer, oui, d'accord. On fait un monologue. C'est moi qui vous donne la parole. D'accord. Allez-y, donc je peux m'exprimer. Donc vous êtes invité, prenez-la. Allez-y. Donc je disais qu'il y a 300 policiers qui sont arrivés il y a encore en 2 ans sur la cité phocéenne, et effectivement il faut savoir de quoi on parle. La police de proximité, elle n'a jamais été supprimée. On a ce qu'on appelle les brigades spécialisées de terrain, qui sont des policiers qui sont placés dans les quartiers les plus compliqués. Vous en avez dans la cité Félix-Piat, là où il y a le commissariat dans le 3e arrondissement. Vous en avez aussi à Bassins dans le 15e arrondissement et dans le 16e arrondissement. Donc on voit bien que les policiers sont là au cœur des trafics, au cœur des voyous, parce que tous les jours ils pilonnent les points de deal. Ensuite, en 2 ans, vous avez 60% de démantèlement de points de deal qui ont été faits par les policiers marseillais. Et je vais même aller plus loin. Comme je sais qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce que vous avez évoqué, ces drames qui sont les décès liés au règlement de compte et le sang qui est coulé par ces criminels qui essaient de récupérer les points de deal. En fait, vous avez la police judiciaire, il y a 10 ans, en 2012, elle élucidait que 35% des faits d'homicide liés à ces règlements de compte. Aujourd'hui, c'est plus de 50%. Vous voyez bien que les enquêteurs de la police judiciaire, avec l'aide de la police technique et scientifique, font en fait des affaires exceptionnelles avec des résultats qui peuvent encore être améliorés, mais qui sont déjà d'une manière très forte. Les points de deal, on va élargir. J'entends le cri des maires, mais finalement, parce que c'est dur, parce que c'est difficile, parce que finalement c'est rude, il faudrait qu'on batte en retraite. Ben non. Le métier de policier, il est difficile. Mais on vide effectivement l'océan à la petite cuillère, mais si on ne vidait pas l'océan, il déborderait. Non, mais d'accord. D'une certaine manière. Vous videz un océan à la petite cuillère. Mais Mathieu Vallée. Qu'est-ce qu'on fait? On dépénalise et finalement vous croyez que ça va tout réduire? Je voudrais qu'on quitte Marseille. Allez, et il n'y a pas que Marseille dans ce pays. Il y a des quantités de villes moyennes qui sont confrontées au trafic de stupéfiants. Donc écoutez les maires. Et moi, j'entends sans cesse les policiers. Ils vont appeler. Et hier, j'en avais encore un qui me disait, on va sur un point de deal. Et d'ailleurs, je regardais la présidence, la directrice de l'office anti-stupéfiants, qui dit oui, près de 1000 actions par mois contre des points de deal. Très bien, mais c'est formidable. Sauf que le point de deal se reconstitue 100 mètres plus loin ou 500 mètres plus loin. Vous le savez bien, Mathieu Vallée. Bien sûr. Mais vous savez que moi, j'habitais dans une cité, quand en bas de la tour, on a des policiers qui démantèlent un point de deal, c'est à nouveau de bon vivre qui revient.
revient. Quand vous avez Oui. des gens qui occupent plus le hall d'immeuble, qui dégradent plus les boîtes aux lettres, qui fument plus dans le hall d'immeuble, qui contrôlent plus les identités, c'est forcément du cadre de vie qui revient. Et peut-être que le point de vue que vous dites est déplacé, mais pour autant, moi, je veux qu'on aille au fond des choses. En fait, l'idée, c'est, puisqu'on y vient, je vois que vous avez une pusillanimité à le dire, la légalisation, la dépénalisation, j'y elles viendrai. n'arrangeront rien. Est-ce qu'on croit aujourd'hui sérieusement, non mais sérieusement, est-ce qu'on croit aujourd'hui sur des points de deal qui peuvent faire comme à la Castellane dans ces arrondissements de Marseille, ou même à la Cité de la Villeneuve à Grenoble, on peut évoquer tous les quartiers, il n'y a aucun problème. Quand on voit qu'un point de deal, ça peut rapporter entre 70 000 et 80 000 euros par jour, est-ce qu'on croit qu'on a des dealers avec la légalisation qui vont payer l'URSSAF, qui vont payer les impôts, qui vont respecter le droit du travail et qui vont se mettre dans le rang, alors qu'aujourd'hui, en faisant fi d'aucune règle, en n'étant pas du tout soumis à aucune contrainte, ils font des profits juteux exceptionnels. Mais c'est un leurre, c'est un leurre. Vous croyez qu'on a des gens qui vont se mettre dans le rang? Vous me donnerez, très bien, vous avez votre opinion, vous nous donnerez vos solutions pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Parce que non, vous n'avez pas la prétention, mais il faut trouver des solutions. On est bien d'accord. Ah, des et propositions, l'objectif, justement, l'objectif, c'est de trouver des solutions. Alors, je vais prendre Ludovic tout de suite et ensuite je vous donne la parole. Ludovic est à Rochefort, en Charente-Maritime. Bonjour Ludovic. Bonjour Jean-Jacques et bonjour à vos intervenants. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Ludovic? Allez-y. Moi, je suis contre la légalisation. Après, sinon, on légalise quoi? Les autres drogues, le trafic d'armes. Non, mais pardon. Il faut arrêter. Non, mais on sait très bien que la drogue, Jean-Jacques, c'est de la merde. Ça détruit des gamins, ça crée des dégâts. On ne compte pas le nombre d'accidents de voiture aussi liés au cannabis. Donc, en fait, même si on légalise, il faut être vraiment naïf pour croire que les réseaux de stupéfiants vont s'arrêter. Moi, je pense qu'il faut vraiment soutenir les forces de l'ordre dans cette lutte, leur donner les moyens, et pas que sur la lutte contre les trafics de drogue. Mais il faut voilà, il faut arrêter ces délires. Donc vous êtes contre toute légalisation? Absolument contre. Ah oui. Éventuellement, le cannabis, pour des fins médicales, mi-hospitaliers, à réfléchir. Mais c'est déjà le cas. Hein. C'est déjà un peu le cas, mais c'est tout. Le tabac, l'alcool, les jeux d'argent sont légalisés. Oui, mais attendez, on parle d'addiction après. Mais on parle surtout de trafic, là. Là, on parle de trafic avec le trafic de stupéfiants, hein. Évidemment. L'objectif, après les soins, c'est autre chose, mais l'addiction, c'est autre chose. Mais l'objectif, c'est de essayer, mettre un terme au trafic, personne n'y arrivera. On est bien d'accord, Mathieu Vallée. Ah ben ça va prendre du temps. Après, est-ce qu'on peut dire qu'on anéantira les trafics, quels qu'ils soient d'ailleurs? C'est un leurre, évidemment, il y aura toujours de la délinquance et il y aura toujours des voyous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin d'une police. Donc, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, je sais que c'est difficile. Vous savez que moi, à côté de mes fonctions syndicales, je suis en brigade de anticriminalité de nuit départementale dans le Val-de-Marne. Donc, je sais ce que c'est que démanteler les points de deal, de faire du pilonnage d'immeubles là où, effectivement, c'est l'enfer pour les habitants. Maintenant, je dis simplement que, en réalité, la lutte contre les trafics de stupéfiants, la priorité qui a été érigée par le ministre de l'Intérieur, c'est depuis 3 ans. Avant, il fallait pas faire de vagues. Il fallait pas casser la paix sociale contre ces trafics. Aujourd'hui, on dit aux policiers d'y aller, et d'une certaine manière, on l'a vu avec les événements de cette nuit de Grenoble, sur des refus d'obtempérer, où des voyous qui deviennent des criminels foncent sur des policiers pour les tuer, ou d'une certaine manière, dans les quartiers, des points de deal où avant, il fallait laisser prospérer, travailler, faire du produit juteux. On dit aux policiers aujourd'hui d'y aller, et c'est très bien. Et donc vous soutenez la politique de Gérald Darmanin? Non, je soutiens surtout les policiers qui, tous les jours, démantèlent ces points de deal pour rendre un cadre de vie aux habitants qui ont droit à la même sécurité qu'ailleurs. Et d'une certaine manière, franchement, le cannabis, on peut pas le comparer à l'alcool, au tabac. Quand vous fumez une cigarette, vous n'êtes pas un danger public parce que vous avez consommé du tabac en prenant le volant. Quand vous avez consommé du cannabis, tout de suite... Non, mais si j'ai bu, oui. Oui, mais à un certain taux. Ça, c'est des études scientifiques. Je suis pas médecin, vous l'êtes pas non plus. Par contre, ce que les scientifiques nous disent, c'est que quand on boit un verre, d'ailleurs, on est très clair, quand vous êtes conducteur d'autocar, par exemple, que vous emmenez des enfants à l'école, vous n'avez pas du tout le droit de boire d'alcool, comme ça, il n'y a pas de sujet. Et quand vous buvez un verre et que vous êtes un conducteur lambda, comme vous, comme moi, pour aller au travail, comme pour aller chez des amis, comme pour aller chez de la famille, vous avez un seuil à respecter en termes d'alcoolémie qui n'est pas mesurable pour le cannabis. Si le cannabis est légalisé, peut-être, effectivement, il est évident que tout sera interdit si vous conduisez un bus ou un car, alcool, cannabis. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc, non, mais pour le conducteur lambda
qui fume du cannabis, au 1er juin qui est fumé, vous êtes un danger public. C'est les études scientifiques qui le démontrent. Bien, alors, il est 11h17. Attention, que les choses soient très, très claires. Je ne défends ni la légalisation, ni absolument pas. Je dis simplement qu'il faut ouvrir le débat et qu'on n'arrive pas à ouvrir vraiment le débat dans ce pays. C'est que les positions sont tellement tranchées qu'on n'y arrive pas. Alors, alors là, on débat justement. Amine Kessassi va prendre la parole après la pub. Amine Kessassi défend et demande même la légalisation du cannabis. Vous allez défendre vos arguments. A tout de suite, 11h17. Bien, légalisation du cannabis ou pas, est-ce une solution ? Je dis bien une et non pas la solution. Une solution. Amine Kessassi est président de l'association Conscience. Vous demandez la légalisation du cannabis. Vos arguments? Alors, moi, d'abord, je voulais juste réagir un peu au propos de Monsieur Vallée de tout à l'heure. Vous parliez de Bassins, vous parliez du fait qu'il y a un commissariat à Bassins. Bon, Bassins, c'est à Marseille. À Marseille, un quartier de Marseille dans lequel il y a un commissariat, effectivement. Et à la sortie du commissariat, juste en face, je vous invite à venir le voir, il y a un réseau. Juste en face, il y a un mur où il y a inscrit tous les tarifs de la vente des produits de stupéfiants. Donc, le réseau, il vit juste en face du commissariat. Ça les a pas empêchés de s'installer. Ensuite, pour les opérations de police, où il y a les opérations de coup de poing, où on vient dans les quartiers, on démantèle les réseaux. Vous savez, moi je vis à Frévalon. À Frévalon, il y a eu une centaine d'opérations de ce style. À chaque fois, on démantèle le réseau. Et il faut 28 minutes. J'ai compté 28 minutes. Dès que la police s'en va, le réseau a repris 28 minutes après. Donc cette politique de à chaque fois venir, on arrête tout le monde, on embarque tout le monde, et puis hop, on les emmène quelques jours en garde à vue au final. Ils sortiront quelques jours plus tard. Et puis après, hop, le réseau reprend à chaque fois. Ça fait 40 ans qu'on fait ce constat. Ça fait 40 ans qu'on a compris qu'en France, il y a un problème avec cette question. Qu'à Marseille, pas plus qu'ailleurs d'ailleurs, mais particulièrement à Marseille, on connaît des homicides là cette année une fois tous les 10 jours. Depuis 2020, 69 personnes qui sont décédées, 69 jeunes qui ont laissé des familles derrière elles. Moi, ce que j'explique, c'est que aujourd'hui, on peut être pour ou contre la légalisation. Ceci dit, il faut qu'on porte ce débat, parce que ça suffit de faire ce constat et à chaque fois de dire oui, il faut continuer à mener ces actions policières. On a vu le résultat que ça donne, on a vu tout ce qui se fait aujourd'hui, et face à ça, face à cette situation où on ramasse des gens dans les rues, où on ramasse des corps dans les rues, où en France il y a du sang qui coule dans les rues, face à ça on ne peut pas rester inactif. Face à ça on ne peut pas juste se dire on va se contenter de ce qui existe déjà, on va se contenter de cette politique de chiffres, on va se contenter de saisir 70 000 tonnes de cannabis par an, et puis c'est bon, on a fait du chiffre, on a arrêté une centaine de personnes. Face à ça on peut pas continuer à se voiler la face. Et puis surtout on a vu les pays où il y a eu cette légalisation, par exemple aux États-Unis, où on voit ce que ça donne, la violence, mais là c'est une autre question, c'est la question du port d'armes. Mais par rapport à la légalisation du cannabis, on a vu que ça a été encadré, on a vu qu'il y a des politiques de santé publique qui sont menées, et aujourd'hui, à 12 ans, on fume du cannabis devant des collèges. Aujourd'hui, des jeunes dans les collèges, dans les lycées, fument du cannabis. Bien. Donc si on légalise pas, non mais je finis juste ce propos. Oui, si on se pose pas la question de cette légalisation, comment nous on va aller voir ces jeunes, leur dire que oui, c'est dangereux de fumer du cannabis, oui, c'est pas bien, attention, vous allez tomber dans des réseaux. Si on ne légalise pas, si on met pas un cadre à tout ça, on peut continuer pendant des années à mener ces actions policières. Amine Kessassi, il faut se poser aussi d'autres questions. Les pays producteurs, mettre la pression sur la production, puisque les pays producteurs produisent de plus en plus, évidemment. Et puis le consommateur. Pardon, mais on oublie toujours le consommateur. Enfin, c'est lui qui permet le trafic de stupéfiants, le consommateur. Ne l'oublions pas. Alors, certains, la politique de répression, Mathieu Vallée, mobilise des moyens énormes. On est d'accord. C'est-à-dire que le policier qui s'occupe du trafic de stupéfiants, il ne va pas s'occuper d'autres délits. Ah non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça c'est un vrai leurre. J'ai entendu ça. Alors c'est vrai ou faux? Non, j'ai entendu ça de la part de policiers. Pardon, Mathieu Vallée. Pardon de travailler aussi. Enfin, je suis pas hors sol, donc j'ai quand même la légitimité de répondre aussi. Je suis un policier aussi. Oui, mais je sais. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est gentil de le dire. Non, mais je vous dis simplement que moi je suis un policier de terrain aussi, et évidemment que quand il y a des violences conjugales, par exemple, on va prioriser le fait d'aller sauver une femme qui est sous les griffes de son mari chaque jour à se
faire fracasser la figure plutôt qu'aller démanteler un point de deal. Maintenant, j'ai pas entendu vous dire de condamner ces voyous et ces criminels qui font couler du sang. C'est peut-être ça le problème. Parce que finalement, on va donner raison à ces voyous. On va expliquer en fait que comme ils ont fait suffisamment couler de sang, comme ils ont fait suffisamment de techniques dites du barbecue, c'est-à-dire faire brûler des personnes vives dans des coffres de véhicules, comme ils tiennent des points de deal, on va leur dire bon bah écoutez, vous avez gagné, puisque vous tuez, puisque vous rafalez les halls d'immeubles, puisque vous tenez des points de deal et vous mettez sous couperet complet des cités, on va vous laisser faire, parce que finalement c'est les ça. moyens. Bah alors Mathieu Vallée. Moi j'aime bien que la police gagne à la fin. Oui, mais moi j'aimerais bien des solutions. On se rejoint sur un point. Vous avez raison de dire que quand on interpelle des voyous, ils sont mis en garde à vue, ils ressortent quelques heures, quelques jours après. Pourquoi ? Parce que la justice, elle les incarcère pas. Donc vous voyez quoi, il y a un constat sur lequel on peut faire le point commun. Effectivement, que si on avait des voyous qui étaient mis beaucoup plus souvent derrière les barreaux, pendant que le temps qu'ils sont en prison, ils font pas des trafics de stupéfiants dans les cités. Je vais même aller plus loin. Vous croyez qu'ils ne seraient pas remplacés ? Vous croyez qu'ils ne seraient pas remplacés ? Jean-Jacques Bourdin, quand on met des violeurs en prison, il y a d'autres violeurs qui font des crimes. Et pour autant, ne comparaissez pas les trafiquants de. Si, c'est un crime. Les deux sont un crime. Évidemment que les deux sont un crime. Sauf que le trafic de stupéfiants, parce que c'est un crime dans le code pénal. Non, mais si. Vous dites non, mais si. Non. Ah ben si. Et oui, Mathieu. Le trafic de stupéfiants, le terrorisme et le proxénétisme, c'est le même cadre légal et c'est des peines encourues similaires parce que c'est considéré par la loi comme un crime. On est d'accord. Je suis désolé de vous l'apprendre ce matin sur le plateau. Ça concerne combien de personnes le trafic de stupéfiants en France ? Alors le trafic de stupéfiants, déjà c'est 900 000 personnes. C'est 900 000 consommateurs réguliers. C'est 4,3 milliards de chiffre d'affaires dans le pays qui sont des estimations. Et combien de trafiquants ? Le nombre de trafiquants, je ne les connaissais pas. Non. Combien de personnes arrêtées pour trafic de stupéfiants chaque année ? Vous savez que vous auriez dû me dire que c'était mon grand oral et puis je serais venu avec des tableaux et des chiffres puisque visiblement c'est ce qui vous intéresse. Mais moi je suis pas là pour parler de chiffres. C'est parler des gens. L'information. Moi ce qui m'intéresse c'est la vie des gens. C'est de savoir. C'est pas la vie des gens qui vous intéresse, Jean-Jacques Bourdin. Vous qui parlez si souvent du quotidien des gens. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr que c'est la vie des gens. Et la vie des gens, elle est pourrie par le trafic de stupéfiants. Par contre, je peux vous dire qu'en France, il y a plus de 4000 points de deal. Est-ce que la répression est efficace ? La répression, elle est importante. Je dis pas qu'elle solutionne tous les problèmes instantanément, mais en tout cas, lorsqu'on a un point de deal, qu'est-ce qu'on fait ? On le laisse prospérer, on laisse les habitants sans réponse. On a des policiers qui vont, puis vous savez qu'on a Éric Masson, ce policier d'Avignon qui a été assassiné sur un point de deal. Est-ce que nos policiers meurent, si j'ose dire, dans l'indifférence générale, parce que on a lâcheté de continuer un combat qui est difficile. Alors, quelles sont les solutions que vous avancez ? La première solution que je fais, Jean-Jacques Bourdin, et qu'on est à cri et à corps à dire à nos autorités, c'est qu'au-delà de mettre des voyous en prison, qu'au-delà de pilonner les points de deal, il faut taper au portefeuille. On sait très bien que l'argent sale qui est provoqué et qui est procuré par l'argent du stup permet d'acheter des gros bolides, permet d'acheter des appartements, permet de blanchir l'argent, permet d'avoir des biens colossaux pour ces trafiquants qui, y compris à l'étranger, le font, et notamment dans le nord du Maghreb. Donc ce qui est important, c'est qu'en fait, dès qu'on fait un dealer, dès qu'on fait un point de deal, on puisse, lorsqu'on a interpellé les dealers en bas des tours, en bas des cités, dans les halls d'immeubles, pouvoir immédiatement taper les comptes en banque, taper le patrimoine, taper tout ce qu'ils ont en argent. Et même pour le dealer qui est de proximité. Non mais si, écoutez, il y a des familles aussi qui vivent des trafics. Ça serait pas efficace. Je suis dans une cité, il n'y a pas des familles qui vivent de ces trafics et qui jouissent de ce... Ça existe, évidemment. Amine, pardon de rappeler la réalité des choses. Oui. Réalité. Bon, bien évidemment, oui. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ah d'accord. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de famille qui vivent des trafics. Non, c'est pas vrai. Ah ok. Mais ça existe bien évidemment. Mais ça existe bien évidemment. Pourquoi vous dites que c'est pas vrai alors ? Est-ce que vous en faites une généralité ? Ce n'est pas dit vrai. que c'était une généralité, j'ai dit qu'il y avait des familles, j'ai pas dit toutes les familles. Bon, il y a effectivement des familles qui peut-être peuvent vivre sur cet argent. Ça peut exister. C'est déjà bien. Ça peut exister. Je change pas d'avis, mon avis est le même. Si vous me laissez finir mon propos, peut-être que vous le comprendrez. En tout cas, ces jeunes-là, moi, je vous invite à aller voir ces voyous, comme vous les appelez, ces grands criminels, ces violeurs et ces terroristes. Ah oui, non, pardon. Le trafic de stupéfiants, c'est un crime. Oh là là, oui, d'accord. Faites du droit, vous saurez. Oui, je fais du droit. Je suis en première année de droit et je fais du droit actuellement. Vous envoyer des invectives à la figure, ça ne sert à rien. Moi, ce que je vous explique, je suis factuel. Amine, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. La République, elle serait plus forte si on avait des gens. Elle serait plus forte si vous nous écoutiez. Elle serait plus forte si vous donniez la parole à ces gens. J'écoute les gens qui en peuvent plus. Je voudrais qu'on apprenne à s'écouter, Mathieu Vallée. Alors laissez parler Amine Kessès. Enfin, un débat ou un monologue. Mais vous avez parlé, vous êtes exprimé, vous avez. On ne peut pas dire qu'un trafic de stupéfiants, c'est pas un crime. Oui, d'accord. Vous savez que vous desservez votre cause. Laissez-le
vous exprimer. Non, mais ça, c'est vous qui le dites, c'est les gens qui apprécient. Laissez-le s'exprimer. Amine Kessassi. Ce que je vous explique, c'est que effectivement, certaines familles peuvent vivre de cet argent-là, mais moi, je vous invite à venir voir la précarité dans laquelle ces jeunes se trouvent. Je les victimise pas. Attention, ils sont responsables de leurs actes. Oui. S'il faut les traduire devant la justice, il faut les traduire devant la justice. Logique. Au contraire, moi, j'en suis totalement convaincu. Mais par contre, il y a une question de fond à se poser. Par exemple, nous, on a mené une action où on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Satis. On a cherché 15 jeunes de ces quartiers qui étaient impliqués dans des réseaux, qui n'avaient pas de casier judiciaire parce qu'ils n'ont jamais été arrêtés. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, on leur a trouvé une formation de 8 mois chez cette entreprise qui les a formés. Aujourd'hui, ils sont tous en CDD. Sur ces 15 jeunes, il y en a 13 qui y sont restés. Donc cet argument de dire ils sont fortunés, c'est faux. Ces jeunes-là, ils étaient dans une grande situation de précarité. Mais c'est des dealers, c'est des dealers qu'on a recrutés. Les trafiquants sont riches et utilisent des jeunes des quartiers, effectivement, pour organiser le trafic. Est-ce que vous savez combien gagne un chouf sur un point de deal? Est-ce que vous voulez m'expliquer les choses? Alors, moi, ce que je vous explique juste, c'est que moi, j'ai pas besoin d'explications, j'ai pas besoin qu'on me donne de chiffres. Moi, j'y vis au quotidien, je sais ce que c'est, je sais combien gagne. On va pas faire le concours de celui qui a la plus grosse. Il est 11h30. Je sais combien gagne. Messieurs, je sais combien gagne. Je sais combien gagne un chouf. Dites-moi. Un chouf, il gagne 100 € dans certains endroits. Bien loin des réalités, 200 €. Ah non, mais bon, ça, c'est ce que vous croyez. Je sais pas dans quelle cité vous vivez. On va pas faire qui gagne le plus ou qui gagne le moins. Mais en tout cas, il y a une politique à changer. Messieurs, il est l'admis. On va faire une petite pause. Ensuite, nous allons prendre Luc, qui lui est contre la légalisation du cannabis, et puis Jean-Baptiste Moreau, qui a été député et qui a été rapporteur de la mission parlementaire sur l'usage du cannabis, qui sera avec nous. Et puis j'appellerai Claire Andrieux, ma consoeur, auteure de La guerre de l'ombre, le livre noir du trafic de drogue en France. Et vous continuez à appeler 0826 300 300, vous n'hésitez pas. Bien, la légalisation du cannabis, est-ce une solution, encore une fois? Je ne veux pas dire la solution. Est-ce une solution pour lutter contre le trafic de stupéfiants? Il y a des réalités. Le trafic de stupéfiants augmente en France. Ça, vous êtes d'accord, Mathieu Vallée? Il augmente, le trafic de stupéfiants. Parce il y a que 1000 raisons. Il y a la consommation augmente, les pays producteurs augmentent leur production, enfin, etc., etc. Ouais. Il y a des quantités de raisons. Luc est au Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Bonjour, Luc. Bonjour Jean-Jacques Bourdin, bonjour à vos invités. Vous êtes contre la légalisation du cannabis, pourquoi? Alors, déjà, oui, bonjour à vos invités. Une petite mention spéciale à Mathieu Vallée, que nous sommes très nombreux à soutenir dans ses combats. Merci, c'est gentil. Et notre respect. 3 dates, Jean-Jacques Bourdin. Oui. 1986, un slogan qui a marqué toute une génération, la drogue c'est de la merde. Le petit garçon qui tire la chasse d'eau sur un petit paquet de drogue qu'on offre à sa copine. 1918, l'INSEE intègre le trafic de drogue dans le PIB de la France pour 2,7 milliards. Ça commençait déjà à déraper. 1921, et je m'arrêterai là, le maire d'Étampes. 1921 ? Non, 2021. Non, excusez-moi, 2021. Ah oui, d'accord. Toutes mes excuses. Le maire d'Étampes organise une marche blanche pour 2 crapules, des trafiquants de drogue qui ont été tués en essayant de fuir la police. La dérive, quand on me parle de répression, je la vois mal, malgré les efforts de la police. Aujourd'hui, on ne parle de trafic de drogue que pour et par les règlements de compte. Mais les familles... Mais non. Les familles, alors. Mais non, Luc, non, je suis pas d'accord avec vous. Les trafics, finalement, peu importe. Quand il y a des innocents qui sont tués dans les trafics de drogue, peu importe. Mais quand le trafic de drogue, c'est le trafiquant qui lui-même, ce qui m'intéresse, ce sont les familles qui sont touchées par le trafic de stupéfiants. Et ce qui m'intéresse, ce sont les citoyens qui sont confrontés au trafic de stupéfiants. Je parlais des petites villes moyennes où le trafic est en augmentation. Et le cri d'alarme des maires de ces villes moyennes, Charleville, Châteauroux, Reims, ce sont des villes qui sont touchées. Et il y a des plus petites villes qui sont touchées par le trafic de stupéfiants. Il n'y a que 3 départements en France où il n'y a pas de point de deal. 3 départements. Le Gers, la Haute-Loire et la Lozère. Sinon, il y en a partout. Des points de deal. Il y en a partout. Donc, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Donc, Luc, vous dites la légalisation, non, mais que proposez-vous? Alors déjà, je voudrais terminer mon propos. Moi, quand on parle vous avez parlé tout à l'heure de dire que la lutte contre la drogue n'était pas, le trafic de drogue n'était pas assez efficace. Moi, je pense que c'est parce qu'on n'y met pas les moyens.
Mais malgré Mathieu les Vallée efforts. nous dit lui-même qu'on met de plus en plus de moyens aujourd'hui, Oui, mais- qu'il y a de plus mais en il a plus de raison. policiers. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Encore plus de policiers? Alors, encore une fois, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, Jean-Jacques Bourdin. allez-y, Luc. C'est ce que je fais si vous, allez-y. si vous me laissez parler. Allez-y. Donc, déjà, d'une part, quand vous parlez du trafic de drogue, j'ai l'impression que vous, ce qui vous intéresse, et c'est pas méchant ce que je dis, c'est le désordre causé par les trafiquants de drogue qui se tirent dessus les uns les autres avec des règlements de compte. Mais moi, je vais vous dire une chose. Monsieur Kessassi mène son combat, il milite pour la légalisation, mais que les trafiquants de drogue, fossoyeurs de nos enfants, se tirent dessus et se butent, les familles et nous-mêmes, nous nous en fichons comme de l'an 40. Luc, là on est bien d'accord. Si vous m'avez Voilà. bien écouté, je parlais de ceux qui vivent dans les quartiers où se déroulent les trafics et qui n'en peuvent plus. Je parlais des familles qui sont touchées parce que leurs enfants sont confrontés au trafic de drogue. Je parlais de cela, je ne parlais pas des trafiquants eux-mêmes, Luc. Donc oui, là on se rejoint. Mais vous dites, la légalisation n'est pas une solution. Alors Guillaume, lui, à Carcassonne, n'a pas le même avis. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Vous êtes favorable à la légalisation? Disons que j'ai 45 ans, ça doit faire à peu près presque plus de 20 ans que j'entends cette histoire de légalisation du cannabis ou pas. Oui, mais moi aussi, j'en ai assez Voilà. d'ailleurs de ce débat finalement qui n'aboutit jamais, quoi. Voilà, mais je trouve qu'on devrait essayer. Et le problème, je trouve, c'est qu'on parle souvent des dealers et des règlements de compte qu'il y a entre bandes qui rendent la vie des gens impossible, mais on parle pas beaucoup des consommateurs. Ça m'étonnerait que les consommateurs le fassent uniquement pour en parlant vulgairement, se défoncer et rien d'autre. Je pense que ça apporte quelque chose à certaines personnes. Il faut penser aussi à ceux qui sont malades. Parce que le cannabis soigne. Oui, mais là, c'est autorisé maintenant. C'est autorisé maintenant. Le cannabis thérapeutique est autorisé. Le thérapeutique, oui, pour les grands malades. Oui. Mais je pense que ça apporte quelque chose aussi aux autres. Et voilà. Et je pense que déjà le fait de le légaliser, ça permettrait à ceux qui le consomment de fumer moins de cochonneries. Ça serait quand même plus qualitatif. Et ça éviterait, moi je pense, si c'est l'État qui se mettrait à le vendre, ça éviterait justement à tous ces points de deal qu'on voit. Alors il y en aura d'autres évidemment. Il y a d'autres drogues dures, la cocaïne, l'héroïne. Oui, il y a du trafic de cigarettes. Hein. Voilà, voilà, exactement. Il y a du trafic de tout. Bientôt on va se mettre à dealer de l'électricité tellement ça devient cher. Oui. Bon, le marché au noir, ça c'est autre chose. Mais voilà, il faut penser un peu aux consommateurs et voilà. Merci Guillaume. Jean-Baptiste Moreau, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous avez été député de La République En Marche, rapporteur de la mission parlementaire sur l'usage du cannabis. Je le disais, sur la légalisation, il n'y a jamais eu de vrai débat à l'Assemblée ou au Sénat, Jean-Baptiste Moreau. On les a menés un peu au sein de cette mission avec plus d'une centaine d'auditions qu'on a menées pendant presque 2 ans. On a auditionné des médecins, des addictologues, on a auditionné un certain nombre des policiers et évidemment aussi sur les différents usages. Donc vous en parliez tout à l'heure, sur le cannabis thérapeutique, on a lancé l'expérimentation qui permet à certains malades, notamment de sclérose en plaques, de se soigner. Il y a l'autre usage dont on n'a pas parlé, mais c'est ce qu'on appelle le cannabis bien-être, c'est-à-dire qu'il y a plus de 70 cannabinoïdes issus du cannabis. Et notamment, il y en a un, c'est le CBD, qui n'est pas psychoactif et psychotrope et qui permet de soulager un certain nombre de maux et sans effet planant, on va dire. Et puis, il y a la molécule dont tout le monde parle, c'est le THC, tétrahydrocannabinol, qui lui est responsable de l'effet planant. C'est lui qui est dans les joints et qui est la drogue en tant que telle et qui est psychoactif et psychotrope. Sur la légalisation, moi, au début de la mission, j'avais pas d'avis préconçu. Je savais pas s'il fallait légaliser ou pas. Et à la fin des 100 auditions, je peux vous dire que je suis certain d'une chose, c'est que la légalisation est le seul moyen pour lutter efficacement contre ce désastre sur la santé publique et l'ordre public qu'est le cannabis. Oui, mais légalisation, Mathieu Vallée, dialoguer avec Jean-Baptiste Moreau, qui dit que c'est le seul moyen. Alors pourquoi est-ce le seul moyen, Jean-Baptiste Moreau? Quels sont les arguments que vous avancez?
il ne s'agit pas de dire que le cannabis est inoffensif. Le cannabis est un danger très grave sur des cerveaux en formation. Or, ce à quoi on assiste actuellement, c'est une explosion de la consommation chez les mineurs. Et donc, je veux dire, aujourd'hui, il y a 1 million de Français qui disent fumer régulièrement du cannabis. Expliquer que par les moyens de répression, on arrivera à contrôler cette consommation, c'est des carabistouilles. Je veux dire, c'est comme la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 40. Ça ne fait que stimuler les trafics. Et on ne lutte en aucun cas contre les consommations addictives uniquement par la répression et la prohibition. Ça ne fonctionne pas sur des trafics aussi massifs. Le cannabis aujourd'hui, c'est un produit d'appel, c'est-à-dire excusez-moi d'utiliser des termes de marketing, mais pour le dealer, c'est le moyen d'attirer le client parce qu'il y a beaucoup de clients pour du cannabis et ils essayent après de leur refourguer tout un tas d'autres drogues. Donc le truc de la gradation, d'expliquer que si on légalise demain, les gens vont se trouver vers d'autres drogues. Tous les addictologues vous disent que médicalement c'est faux, ça n'existe pas. Mais s'il devait y avoir une gradation, c'est ce qui se fait en ce moment. C'est-à-dire qu'au point de deal, le dealer, il va vous proposer d'autres trucs qui sont beaucoup plus addictifs, beaucoup plus dangereux et beaucoup plus rémunérateurs que pour lui, que le cannabis. Donc, je veux dire, la légalisation et couper le cannabis du reste des drogues peut permettre justement de désamorcer et de remettre les moyens sur la prévention en direction des mineurs parce que le cannabis restera interdit aux mineurs comme l'alcool et comme devrait l'être le tabac. Bien, Mathieu Vallée va vous répondre, Jean-Baptiste Moreau, après la pub. Merci d'être avec nous. Vous continuez à appeler 0826 300 300. Je vais prendre aussi Benjamin qui est à Agen, qui est favorable à la légalisation. Il a 31 ans. Il dit, nous avons les terres pour produire le cannabis. Cela créerait automatiquement de l'emploi. Voilà ce que dit Benjamin. Il est 11h44. À tout de suite. Bien, Jean-Baptiste Moreau, Mathieu Vallée voulait vous répondre. Mathieu Vallée. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Jean-Baptiste Moreau? D'abord, sur le consommateur, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Oui, s'il y a de l'offre, c'est qu'il y a de la demande. Et effectivement, je vous rejoins, le travail des policiers était devenu un sacerdoce avec les consommateurs qui, en fait, étaient interpellés, étaient présentés à un officier de police judiciaire et faisaient l'objet d'une procédure qui prenait du temps. Maintenant, c'est une amende. De la paperasse. Mais on a déjà bien avancé. Les douaniers l'avaient fait depuis longtemps, ils mettaient une amende et c'était réglé. Nous, maintenant, on a ce qu'on appelle une AFD, une amende forfaitaire délictuelle, qui s'élève à 200 €. Et effectivement, on a cette simplification procédurale qui n'est pas la mère de toutes les solutions, mais en tout cas, qui a le mérite d'exister. L'une des solutions. Voilà, tout à fait. À Marseille, par exemple, depuis le début de l'année, c'est plus de 20 000 amendes forfaitaires qui ont été délivrées, parce qu'il faut savoir que souvent, on a des gens issus, et je pense que vous le savez, des quartiers sud de Marseille, qui viennent dans les quartiers nord pour faire leurs achats en toute impunité, en sachant qu'il y a de l'argent sale et du sang qui coule à cause de ces consommateurs. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, moi, je partage pas du tout le point de vue de cet ancien député. D'ailleurs, on lui demandera, mais c'est toujours. Mais il est avec nous, il est avec nous. Voilà. Mais si il est aussi convaincu de la légalisation, j'ai pas compris qu'il n'ait pas fait une proposition de loi comme le député aurait pu le faire lorsqu'il exerçait ses fonctions. J'ai signé une proposition de loi avec Éric Coquerel sur le sujet, je vous signale. Ah oui, d'accord. Bon. Et alors? Elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée. Mais elle n'a pas été inscrite. Elle n'a pas été inscrite à l'ordre du jour, Jean-Baptiste Moreau. Si, elle a été discutée. Elle a été discutée dans une niche parlementaire de la France Insoumise, mais elle n'a pas été votée. Elle n'a pas été. Il n'y a pas eu la majorité. Il n'y a pas eu de majorité. Oui, je suis pas un fervent défenseur de la France Insoumise quand on entend leurs propos sur la police, mais bon, d'accord. Donc. Mais je partage pas du tout le reste des positions de la France Insoumise. Je vous rassure, loin de là, j'ai été battu par une France Insoumise. Donc je vous rassure. Mais là, c'était tout leur avis sur la police, pas du tout. C'était une proposition de loi transpartisane, si je puis dire. Et dans la majorité, vous n'avez pas trouvé de majorité, Jean-Baptiste Moreau. Non, on était quelques-uns à être sur cette position-là, mais on n'était pas suffisamment nombreux. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, dont l'ancien député n'a pas parlé, c'est effectivement aussi la prévention. Le retour répressif. Non, mais d'accord, mais. Je vais juste terminer, monsieur l'ancien député. Allez-y. Sur la prévention, c'est bien d'en parler, mais c'est mieux de le faire. Et effectivement, aujourd'hui, quand vous allez dans les écoles, quand vous allez dans les collèges, quand vous allez dans les lycées, au-delà de mettre des clips, au-delà de mettre des réunions d'information, manque de prévention, il faut qu'on explique à ces jeunes que basculer dans le cannabis, c'est foutre en l'air sa vie. Justement, une de nos préconisations dans le rapport, c'était que l'argent dégagé par la légalisation permette de mettre en place une vraie prévention, parce que je suis d'accord avec vous, il n'y a aujourd'hui pas du tout de prévention ou très peu de prévention dans les établissements scolaires. Alors je réponds vite sur ça. On a déjà un fonds. Vous savez qu'on a le fonds du 1000DK, donc le fonds de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui rapporte énormément d'argent et qui est alimenté aussi par le travail des policiers, c'est-à-dire les saisies de stupéfiants qui sont ensuite liées aux saisies d'argent et qui permettent de financer un fonds national. Oui, on revend les voitures, on revend exactement les avoirs criminels. Exactement. Donc on peut déjà prendre sur ce point-là. Alors attendez, Jean-Baptiste Moreau, merci. Je voudrais prendre Claire Andrieux. Bonjour Claire. Bonjour.
Claire Andrieux, vous êtes journaliste, auteur de La guerre de l'ombre, le livre noir du trafic de drogue en France. La légalisation, ça existe dans d'autres pays, Claire? Oui, alors je ne suis plus journaliste, mais effectivement j'interviens en tant qu'auteur de ce livre. Et effectivement, il y a d'autres pays qui ont déjà légalisé le cannabis, et c'est intéressant de pouvoir voir un peu quels sont les résultats et notamment l'impact sur le trafic de drogue, puisque c'est mis en avant dans à peu près tous les pays qui ont instauré cette légalisation, et notamment le Canada, qui en plus fait un suivi vraiment précis des impacts de cette légalisation. Ça a été légalisé en 2018 au Canada. Et on voit par exemple qu'il y a effectivement un impact sur le trafic de drogue, puisque la part du marché noir a baissé pour être cantonnée entre guillemets à 40% aujourd'hui des achats, par exemple. C'est une des illustrations. Donc effectivement, il y a un impact. Après, dire que ça tarit le trafic, rien ne le démontre jusque-là. Oui, il y a un impact, mais le trafic n'est pas tari. Voilà, Claire. Alors, le trafic n'est pas tari, et on peut s'interroger sur dans quelle mesure, en France, cet impact sera vraiment efficace. C'est-à-dire que, contrairement au Canada, la France, par exemple, a une position géographique vis-à-vis des pays producteurs qui peut laisser penser que la circulation du cannabis sur le territoire français sera toujours importante. Si on regarde une carte, on voit que le Maroc est en dessous de l'Espagne, qu'il y a une espèce de sablier des terres marocaines et espagnoles avec à peine 14 kilomètres qui séparent les deux pays, et puis qu'ensuite il y a une frontière unique avec la France pour acheminer éventuellement la drogue sur le nord d'Europe, les pays, même Italie, même Belgique. On sait qu'il y a de la fourniture par du fret maritime, mais beaucoup aussi par un transport terrestre. Et il y a cette particularité géographique qui, à mon sens, fait qu'il faut prendre en compte ça quand on envisage un impact de la légalisation. C'est-à-dire qu'il y aura de toute manière une partie de la marchandise qui passera par la France. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne s'arrêterait pas ensuite, c'est effectivement l'impact d'une légalisation avec quelle sera la réceptivité par les consommateurs, entre guillemets, qui pourra le dire. Bien sûr. Oui, mais c'est très intéressant. Ça nous fait dire que ce n'est pas la solution, que c'est peut-être une des solutions complémentaires. Peut-être l'une des solutions complémentaires. J'ai oublié le nom de la dame. Claire Andrieux. Claire Andrieux, je la remercie d'avoir dit que comparaison n'est pas raison. Effectivement, le Canada n'est pas dans la même situation géographique que la France. Nous, on a l'Allemagne, on a la Belgique, on a l'Espagne, on a ces pays frontaliers où effectivement, elle a raison, il y a des go-fast qui sont issus d'abord de la Méditerranée, puisque vous savez que les pays producteurs, notamment le Maroc principalement, fait transiter les stupéfiants par l'Espagne et puis par la France. Et puis vous avez deux gros ports qui sont impactés, le port du Havre et le port d'Amsterdam, qui sont des points d'entrée, notamment pas uniquement pour le cannabis, mais aussi pour l'héroïne et la cocaïne. Voilà, moi juste pour donner le fond de ma pensée, et puis, après ça sera la fin, mais juste ce que je veux dire concrètement, c'est juste que voilà, aujourd'hui cette légalisation, oui, ça va pas être la seule solution, au contraire. À côté de cette légalisation, pour combattre et ces trafics et pour mener un plan de santé publique, il va falloir justement mener des actions supplémentaires. Il va falloir continuer et même augmenter les actions policières qui ont actuellement lieu. Il va falloir ramener la police de proximité dans nos quartiers. Mais cette légalisation, elle va pouvoir justement fixer un cadre. Bien évidemment, on ne va pas laisser des jeunes mineurs consommer du cannabis. Bien évidemment, c'est pas tout le monde qui pourra consommer à tout compte fait. Ça ne supprimera pas le trafic parallèle. Totalement. Mais en tout cas, ça permettra de le combattre de front. Je peux vous poser une question ? Au début, vous disiez que là, vous habitez à Frévalon, que je connais bien, puisque quand j'étais sur Marseille, j'y ai travaillé aussi. Vous disiez que vous voyez régulièrement les policiers démanteler les points de deal et être dans votre quartier. D'ailleurs, vous disiez des dizaines de fois par jour. Et là, vous nous disiez qu'il faut avoir une police de proximité qui soit présente. Mais vous vous contredisez, j'ai toujours du mal à comprendre, mais c'est pas une attaque. Qu'on nous dise qu'on voit les policiers sur la voie publique, qu'on voit les policiers interpeller les voyous. De dire qu'on voit la police. Non, mais j'ai pas dit c'est bien. Mais vous dites qu'il faut de la police de proximité. Ben oui. Mais elle est déjà présente. Puisque la question, vous la voyez. C'est pas une police de proximité. Une police de proximité, c'est quoi pour vous une police de proximité? Non, mais j'essaie vraiment de comprendre. Bien sûr. Non, mais une police de proximité, c'est pas des policiers qui viennent par exemple du commissariat de Bassins, qui viennent à Frévalon quelques minutes faire leur opération de police et puis rentrer. La police de proximité à Frévalon qui est installée. Totalement. Et nous à Frévalon, on a un commissariat qui est fermé et qui était un poste de police de proximité. Messieurs, Claire, merci pour cet éclairage. Benjamin est à Agen. Vous avez le mot de la fin, Benjamin. Vous dites, moi je suis favorable à la légalisation. Pourquoi? Très vite, Benjamin, très vite. Oui, alors moi je disais juste que cette plante est endémique de nos contrées, donc c'est pour ça qu'elle est
qu'elle est de chez nous. Alors d'un point de vue économique, sinon tout simplement d'un point de vue pharmaceutique, donc c'est en train de plus en plus d'être prouvé. Son utilité, notamment par rapport au CBD. Mais ça on l'a dit, Benjamin. Voilà. Mais pourquoi d'un point de vue alimentaire, l'huile par exemple, les graines, ou tout simplement le foin pour le bétail. D'un point de vue agricole, ce qui me concerne, le couvert végétal, c'est un insecticide naturel. Vous avez aussi parlé du THC. Le THC, si c'est nocif pour le cerveau humain, sachez que c'est aussi nocif pour les invasifs, notamment les insectes qui résistent aujourd'hui, par exemple, aux produits... C'est-à-dire on peut utiliser du cannabis pour lutter contre la prolifération de certains insectes. Oui, ça sert en interculture. Ça permet d'éviter que des parasites aillent, par exemple, des patates sur les tomates. D'accord. D'un point de vue entrepreneurial, donc là, ça concerne plus les citadins. C'est bien entendu les problèmes des deals. Bon, écoutez, le problème est sur la moitié légalisation qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a le cul entre deux chaises, passez-moi l'expression, où on fait semblant de légaliser quelque chose, mais que pour certains points. Je veux dire, si vous voulez ouvrir les opportunités entrepreneuriales aux gens des quartiers qui ont déjà la même mise sur le marché noir, faites comme pour l'alcool lors de la prohibition, faites quelque chose d'intelligent, ça s'est vu il y a bientôt des siècles. Sur d'autres domaines, ça fonctionne aujourd'hui, ça prendra du temps, mais ça a été efficace. Il faut arrêter ces pseudo-débats. J'ai entendu des auditeurs dire ça fait 40 ans que j'entends ça. Moi, ça fait 20 ans que j'entends ça. À un moment donné, on connaît les solutions. Il faut assumer, les appliquer. Donc vous dites, l'une des solutions, c'est la légalisation. Merci Benjamin. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'être venu nous voir. Nous ne trouverons pas la solution là, ici, sur Sud Radio, je vous le dis tout de suite. Malheureusement, mais c'est peut-être l'une des solutions. Moi, je ne m'avance pas plus. En tout cas, simplement, le débat mérite d'exister et j'espère qu'il va exister dans l'enceinte parlementaire, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qu'on entende des arguments d'un côté comme de l'autre. Bien, merci. 11h58, vous êtes sur Sud Radio. Merci, messieurs. Merci.